Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée à Total War Warhammer. Je m'appelle Atlas Maximus et aujourd'hui it's DLC time. The Grim and the Grave est sorti, avec ma prononciation plus ou moins approximative en anglais, qui a apporté, c'est pas de nouvelles factions, mais ça va être plutôt des nouveaux seigneurs en campagne solo et en multijoueur. On va commencer par la campagne solo. On va voir si on va dans l'Empire. On a notre fabuleux Volkmar le Sévère qui vient s'ajouter aux deux seigneurs légendaires qu'on avait déjà au préalable, qui est Karl Franz et Balthazar Guilt. Volkmar le Sévère, qu'est-ce qu'il a? C'est un chef et combattant mêlé puissant, c'est-à-dire qu'il va être plutôt correct au corps à corps. Hein. Je découvre en même temps que vous, j'ai regardé plus ou moins sur Steam ce qu'il racontait dessus, mais je sais pas, je vois en fait. Peut déverrouiller la monture de l'hôtel de guerre de Sigmar, peut déverrouiller la puissante amélioration pour les flagellants, d'accord. Il a entretien moins 15 pour les unités de flagellance et les nouvelles unités qui viennent avec le DLC, et puissance des armes plus 30% pour les unités de flagellants, qui est plutôt dégueulasse. Et il commence avec des chevaliers du soleil flamboyants, que j'avais vu que c'était une unité plutôt puissante, hein, surtout pour le début de game. Donc il faudra s'attendre à des trucs plutôt craqués. En particulier, j'ai vu pour les vampires, ça va être un peu abusé, je vais m'attarder un peu dessus tout à l'heure. Et bref, ça va être plutôt très fort. Je vais m'attarder sur les unités tout à l'heure, je vais passer ça plus en détail. Et on va passer pour les vampires. Et les vampires, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont deux nouveaux, un qui vient gratos, c'est le papa de Van Karstein, c'est Vlad. Le merveilleux, le fabuleux, le sévérissime Vlad Von Karstein, qui vient se rajouter au seigneur légendaire. Tout ça c'est gratuit, c'est plutôt sympathique d'ailleurs de leur part. Et Helmangorst, celui qui vient avec le DLC, qui arrive avec des trucs très sympathiques. Vlad Von Karstein, il a un truc, j'ai regardé vite fait dans le descriptif qu'ils avaient annoncé, qui est un tout petit peu dégueulasse. Enfin, c'est valable uniquement en solo, en campagne solo, pas en multijoueur, sinon ce serait un tout petit peu abusé, qui est que toutes, je dis bien toutes, les unités de l'armée de Vlad Von Karstein bénéficient de déploiement de l'avant-garde. Grosso merdo, toutes vos unités, vous les collez à l'unité adverse, enfin à l'armée adverse plutôt, et vous les foncez dans l'art. Ça veut dire tout le malus qu'avaient les morts vivants, parce qu'ils n'avaient pas d'unité de lance-projectiles, pardon. Voilà, fini, disparu. Vous posez vos cryptes-terrors juste devant, vous mettez vos chevaliers de sang juste devant, vous leur foncez dans l'art, vous les décimez. Enfin bon, ça peut s'appliquer de différentes manières, hein, mais grosso merdo, très fort pour la campagne solo. Puissant chef combattant mêlé, bon, on s'y attendait. Accès au domaine du vampire, dispose d'un attribut assiégeur. What? Lui, il peut tout seul défoncer les murs. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il est bien. Regardez-le comme il est beau, il est sexy, hein? Il est merveilleux. Passons à Helmangorst. Helmangorst, qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est cheaté, c'est broken, c'est totalement abusé. En solo et en multijoueur, il a une capacité, enfin du moins je pense, je vais aller vérifier tout à l'heure avec vous. Il a déjà en campagne, il a un taux de reconstitution des victimes qui est plus 20%, ce qui est plutôt très correct. Hein. Mais surtout, c'est que toutes les unités de l'armée de Helmangorst disposent d'attaques empoisonnées. Toutes! Et ça, c'est abusé. C'est n'importe quoi. Grosso merdo, vous vous retrouvez avec une unité équivalente dans votre armée, et par exemple, votre adversaire va avoir la même unité, ben vous aurez l'avantage, peu importe la situation. Ils frapperont moins fort, auront moins d'armure, ils iront moins vite, bref, plein de choses très sympathiques. C'est très fort. C'est, enfin, du moins à mon avis. On va voir comment ça va se dérouler, je les ai pas encore testés. Je proposerai peut-être des let's play, si cela tente des personnes. Je testerai sur le vif
leur nouvelle capacité. Et je pense que je me tâte entre Vlad von Karsten et Elmengorst. Je pense que je vais commencer par Vlad. Ah, je sais pas. Je sais pas, parce que Vlad, il a la portée de déplacement en campagne, plus 5% pour toutes les unités, ça m'excite beaucoup. Ça, et le fait est qu'il commence avec les chevaliers de sang. Je vais voir, je vais me tâter, je vais prendre la décision après une longue nuit de sommeil, ou pas. Je vais faire ça au pif, peut-être. Enfin, on va passer aux unités, cette fois-ci. Les unités qui sont apportées avec le DLC. Alors, bataille personnalisée. Qu'est-ce qu'il y a comme truc qui vient? Alors, nous avons les unités de renom. On va tous les sélectionner. Enfin, on va en faire un par un pour voir c'est quoi la différence. D'ailleurs, ils ont rajouté un truc très sympathique. C'est, vous pouvez voir juste ici. Enfin, juste ici, en bas à droite, quand je sélectionne une unité puis que je passe sur l'autre. C'est un petit truc pratique à l'HUD qui, ma foi, moi, me plaît beaucoup. Ça facilite la vision en fait des unités, ça rajoute clairement et précisément qu'est-ce qu'il a en plus, qu'est-ce qu'il a en moins, et pas les vieilles barres à la con qu'ils avaient foutu. Enfin, c'était très bien, mais là c'est plus précis, c'est pointilleux, j'aime beaucoup, ça m'excite. Qu'est-ce que nous avons? Les unités de renom, grosso merdo, c'est une unité, mais en mieux, alors beaucoup mieux. Je passerai sur les unités qui ont été rajoutées plus tard, mais je vais commencer par les unités de renom parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour les bretteurs, il y a une unité de renom qui est affiliée à cette troupe et qui leur donne plus 40 d'armure, il devient très sexy, plus attaque en mêlée, plus 11, défense en mêlée plus 11, puissance des armes plus 2%, bonus de charge plus 6, et contrairement aux autres, ils sont indémoralisables. Ils tiendront la ligne, ils s'en foutent, ils sont là et ils veulent crever. Ils aiment beaucoup. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les flagellants. Les flagellants, c'est une nouvelle unité qui vient avec le DLC, pardon. Qu'est-ce qu'ils ont? Déjà, de base, c'est une unité qui cause de nombreux dégâts, frénésie, indémoralisable. Ça, c'est très bien indémoralisable. Il y aura plein d'unités indémoralisables chez les humains, ça va changer un peu le gameplay. Ils ont quoi comme capacité passive? Bon, indémoralisable, on l'a vu. Ils ont frénésie, comme on a pu le voir sur toutes les autres unités. Ça leur rajoute du potentiel offensif. Et surtout, il y a un petit trick, c'est que cette frénésie sera toujours, enfin de moi ce que je comprends, toujours appliquée à ces unités. Pourquoi? Bah parce qu'elles sont indémoralisables. Grosso merdo, elles ont tout le temps plus 8. C'est-à-dire que vous prenez leur stat ici, vous rajoutez plus 8% de bonus de charge, et immuniser la psychologie, bon ça sert à rien parce qu'ils s'en foutent. Du coup c'est très séduisant comme unité. Par contre elles ont 0 armure, elles se feront défoncer par tout ce qui est lance-projectiles. Mais on va voir. Leurs copains de renom, qu'est-ce qu'ils ont? Cause de nombreux dégâts, frénésie indémoralisable, jusqu'à là rien ne change. Ça leur ajoute un pool de PV de 1800, ce qui est plutôt très conséquent, hein. Ça devient des trucs très solides. Plus 10 en attaque en mêlée, plus 5 en défense en mêlée, et puissance des armes, ça ne change pas, bonus de charge plus 10. C'est correct. Après bon, le prix est assez exorbitant, enfin comme vous avez pu le voir aussi avec les prêteurs. Enfin, exorbitant, je sais pas, il faudra voir sur le terrain, sur papier. Moi, je trouve ça... Je sais pas, je testerai, je ferai des tests et je vous tiendrai au courant de ce que ça fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer le surplus de prix pour obtenir l'unité de renom? Et d'ailleurs, une nouvelle mécanique que j'ai pas parlé au tout début, c'est que les unités de renom, ça va être un nombre limité. De ce que j'ai compris, c'est qu'en campagne, par exemple, au lieu de les recruter d'une manière très standard, comme on avait l'habitude de recruter en campagne, vous pourrez les avoir si votre seigneur monte en rang suffisamment et vous pourrez les obtenir instantanément. Enfin,
C'est ce que j'ai lu, peut-être je me trompe, vous pourrez me laisser ça dans les commentaires. Je testerai sur le terrain, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore testé du tout. Je viens de le télécharger et je mets directement la vidéo parce qu'il y a la joie. Il y a la joie de dépenser son argent, avoir des nouveaux jouets, tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les nouvelles unités, oui, la milice de la French Company. C'est une nouvelle unité qui vient de venir aussi. C'est combattants mêlés décents. Ils sont plutôt corrects au corps à corps, un peu comme les nains, les arbalétriers nains. Je crois qu'ils ont un tout petit peu plus parce que les arbalétriers nains et arquebusiers, ils ont 25. Et eux, ils ont 28. Ils ont l'armure 25, 55 de commandement, très peu de commandement, ça veut dire qu'il faut pas trop compter sur eux pour faire du gros, tenir une ligne. Ils ont une portée plutôt petite, hein, c'est 90 contre, par exemple si on prend par exemple les arbalétriers comme ici, ils sont à 160. D'ailleurs les arbalétriers, les arquebusiers, ils ont un peu up leur portée. Je ferai sans doute une vidéo dessus, si ça vous intéresse, sur la nouvelle mise à jour, mais grosso merdo, les unités lance-projectiles, comment dire, qui n'ont pas, par exemple, pas les arquebusiers, ni les Thunders des nains, eux, ils ont reçu un bonus de plus 10 en portée. Et les arbalétriers et lance-projectiles autres que fusil et canon, ils ont reçu que plus 5. Enfin, que plus 5, c'est déjà plus 5, c'est sympa, mais je pense que c'est parce que en multijoueur, ça se jouait très peu, les unités lance-projectiles, ça... Ils préféraient... On va dire, ça faisait pas énormément le café, dans le sens où ça venait vite au contact, ça se finissait vite. Des fois c'était utile, mais c'était très peu joué. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Augmenter, surtout qu'on retrouve pas mal de modes créés par la communauté qui propose ce genre de service, d'augmenter la portée de tir de toutes les unités. Les seuls qui n'ont pas été changés, c'est les brise-fer. Les brise-fer, quant à eux, ont une portée qui reste similaire à celle qu'ils avaient avant. Je reviens à notre nouvelle milice. La milice de French Company, des Franche Company, pardon. Ils ont quoi? Mêlée combattants décents, ils ont déploiement de l'avant-garde, ça veut dire qu'on peut les foutre à peu près n'importe où, dans la limite des raisonnables. Et ils sont faibles contre les armures, ça c'est plutôt intéressant à voir. Ils ont combien de perces armures? Ils ont que 2, donc contrairement aux arquebusiers, ceux-là n'ont pas de perces armure, ils s'en infligent que très peu. Bon à garder en tête. Mais sinon, globalement, ça reste une unité, je pense, polyvalente, peu coûteuse de début de partie, parce qu'elle coûte moins que les arbalétriers. Et l'unité de la revanche du Stirland, l'unité de Roland, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a projectile perforant les armures. Oh. Ils ont combien? Ils ont 14. Ah oui. Quasiment tous leurs dégâts sont infligés en perce armure. Montant de dégâts infligés de 1. Dégâts de distance, c'est bizarre. Ah oui, dégâts de distance, le montant, ça c'est... donc la plus grande partie des dégâts qu'ils infligent, c'est des dégâts de perforation d'armure, très sympathique. Est-ce qu'ils ont autre chose? Ils ont dégâts à distance plus 2, ils ont défense en mêlée plus 10, ce qui est très sexy, ça veut dire qu'on peut les laisser au contact. Un 38 et un 35, c'est très fort. Par contre, ils feront pas beaucoup de dégâts, puissance des armes 28, dont 6 de perforation d'armure, ça reste correct. Très correct même, je pense. Et ils ont plus 10 en commandement. Et rôdeur, qu'est-ce que c'est rôdeur? Rôdeur, cette unité peut se déplacer furtivement sur... Ah oui, elle peut rester fufu très longtemps, c'est bien. Immunisé à la psychologie. Les autres aussi? Non, il n'y a que celle-ci. Elle peut être... celle-ci, elle m'intéresse. Franchement, elle peut être très forte comme unité pour créer des embuscades ou même tout simplement infliger des dégâts. Ouais, ça m'excite. Bon, 825, ça reste beaucoup, mais c'est plutôt sympa. Les arquebusiers, qu'est-ce qu'il y a la différence?
Les arquebusiers, quant à eux, rôdeurs. Eux aussi, ils peuvent se camoufler. Ils sont fufus. Ils aiment beaucoup. Ah oui, ils ont des projectiles... J'avais lu ça. Ils ont des projectiles en argent. Enfin, dans le descriptif, je crois. Dans non, ils s'en foutent, ils n'ont pas écrit ça, mais normalement, dans le descriptif que j'avais lu sur Steam, ils ont des projectiles en argent. Et du coup, ça inflige des dégâts magiques. Ça veut dire qu'en plus d'infliger des dégâts de perforation d'armure, ils infligent des dégâts magiques, par exemple, qui seront très forts contre tout ce qui est déjà sensible à la magie, par exemple les spectres des cairns, qui sont immunisés à 80% des dégâts physiques, et par contre ils sont ultra sensibles à la magie. Ça peut être bien, ça peut être un bon contre. Bon, pour 350 de plus, je sais pas, mais ça peut être un bon contre. Un très bon contre même. Qu'est-ce qu'ils ont en plus que les autres, mis à part la dégâts magie? Ils ont une portée de plus 5. Hein. Ils ont un dégât de plus en dégâts à distance. Ils ont défense en mêlée plus 8, ce qui les rend corrects au corps à corps. Correct, sans plus. Il faudra pas s'attendre non plus qu'ils tiennent une ligne ou bien ils résistent très longtemps à des assaillants puissants. Et puis commandement plus 10, oui, ça va. C'est pas foufou, mais non, quoique, si, foufou, j'aime beaucoup. Mais il y a juste le fait que moi, cette unité, je la prendrai uniquement si je joue contre des vampires. Parce que les dégâts magiques, je pense que... Et encore, hein, j'ai plus vu de Death Ball depuis un petit bout de temps. Mais oui, en campagne, on peut se faire plaisir, on prendra absolument tout et n'importe quoi, c'est génial. La nouvelle unité, je vais la présenter de suite, c'est celle-ci, c'est les Chevaliers du Soleil Flamboyant. Chevaliers du Soleil Flamboyant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont armure et bouclier et anti-infanterie. Ils ont combien de bonus contre l'infanterie? Ils ont un bonus d'infanterie... Ah non, ils ont pas. Non, ils ont pas. C'est juste... ils font bien le café contre l'infanterie. C'est dommage parce que par exemple on va prendre les 2000 griffons ici présents. Si vous regardez dans leurs dégâts, ça a changé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Avant ça avait un bonus contre... Bon. Du coup ils sont forts contre l'infanterie, nous avions dit. Mais pas de bonus contre ces dernières, c'est juste parce que c'est de la cavalerie, que ça les défonce quand ça charge dedans. Bonus de charge, je vais prendre une unité équivalente, par exemple la Rice Guard. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont défense en mêlée. Ils ont un peu plus de défense en mêlée. Enfin, un peu moins de défense en mêlée que la Rice Guard. Ils ont moins de puissance. Enfin, ils ont plus de puissance des armes, plus de charge. Waouh! Ils ont attaque en mêlée plus 8. Vitesse plus 6, ils sont plus rapides pour le même coup. Ils ont moins 20 d'armure. Bon, moins 20 d'armure, je pense que on peut facilement se dire qu'on peut passer dessus pour tous les bonus qu'elle a. Et en plus, elle inflige des dégâts de feu. Alors, les dégâts de feu, c'est comme des dégâts magiques. Ça veut dire que ça va infliger des dégâts colossaux à tout ce qui est spectre, et surtout contre tout ce qui est régénération. Si une unité se fait toucher avec des dégâts magiques, de dégâts de feu par exemple, elle cesse de se régénérer. Elle ne se régène plus, c'est fini. Bon, sauf s'il y a une potion, il faudra que je teste quand même pour voir si ça marche vraiment comme ça, mais non, c'est vous l'attaquez, le pool de PV qu'elle aura gagné au cours du combat parce qu'elle est en train de se taper dessus ne sera plus effectif. Je trouve ça bien. Et puis surtout, ça ne coûte que 1200, quoi. Il n'y a rien de plus. Tout plein de bonus. Et ils ont une résistance magique de 40%. La vache. Bon. Cette unité m'excite. Cette unité me plaît beaucoup. Par contre, il n'y a pas d'unité de renom pour ça. C'est pas un souci, vous me direz. Alors, la Rice Guard. La Rice Guard, c'est
C'est la Race Guard Zinclair. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a anti-infanterie. Est-ce que eux aussi ils ont... Non, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Elle a plus d'attaque en mêlée, plus de défense en mêlée, plus de commandement, et déploiement de l'avant-garde. Ok. Bon. C'est sympa. Moi je pense que je payerai les 200 pour le déploiement de l'avant-garde d'une race guard qui est buffée aux enfêtes. Oui. Et ils ont immunisé la psychologie. Oui, moi je pense que clairement rentable celle-ci. Il faudra tester évidemment sur le terrain, mais pour moi c'est clairement rentable. Alors les unités de renom des Griffiths royaux d'Aldorf. Les chevaliers demi-griffons en albarde. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont en plus déjà le fait est qu'ils provoquent la terreur. Ceux d'avant ils provoquaient juste la peur. La terreur, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait est que les unités, quand elles commencent à baisser en commandement et quand elles commencent à flancher en fait, elles vont perdre une grosse partie de leur commandement d'un coup. Ils vont se barrer, ils vont commencer à fuir. Et au bout d'un certain moment, au bout de quelques secondes comme ça, ils vont revenir, mais si vous les poursuivez et que vous commencez à leur causer des gros dégâts, ils continueront indéfiniment de s'enfuir. Mais juste pour provoquer un mouvement de terreur, c'est très important. Enfin, c'est très important à prendre en compte. Et surtout que si, par exemple, vous les faites fuir et qu'ils reviennent par la suite, ben, ces unités seront immunisées pendant 1 minute, si ma mémoire est bonne, à la terreur. Bon. Mais sinon, à part ça, ils ont plus de commandement, plus d'attaque en mêlée, plus de défense en mêlée, oui. Mais pour 300... je suis pas convaincu. Hein. Juste pour que ça provoque la terreur, bon, ça peut être bien, mais... Pour 300, c'est cher payé. Cher payé pour un peu plus de stats, non. Non, pas convaincu par ça. Ça reste bien, évidemment, mais pas convaincu. Alors, les canons. Les canons, ils infligent des dégâts magiques. Oui, pourquoi pas. Ils vont lancer des boules de feu. Hein. Alors, projectiles perforant les armures, anti-large, bonne portée. Est-ce qu'ils ont un bonus de portée? Non. Par contre, ils ont quoi ici? Ils ont résistance physique de 25%. Oui. J'ai pas l'intention d'envoyer mes canons se faire taper dessus ou les mettre en première ligne. Bon, ça peut être bien pour leur sauver le cul si à un moment donné ils se font charger par quelque chose pour, je sais pas, 25%. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont des dégâts magiques, nous avons dit. Ils ont 50 de dégâts en plus et ils ont un bonus bonus contre les unités larges. What? Plus 100? C'est monstrueux. C'est terriblement monstrueux. Dégâts de perforation d'armure 330, dégâts de distance 150. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Oui. Moi je dis oui. Plus 100 de dégâts, enfin de bonus contre les unités larges, moi je dis favorable. Ça veut dire que grosso merdo, ça va défoncer, exterminer, annihiler tout ce qui est unité large, cavalerie, géants, adieu les géants, Ragnarok, crypte, terreur des cryptes, j'ai toujours l'habitude d'utiliser le nom anglais. Hein, j'aime beaucoup, je suis fan, je vote pour. Nous avons le feu d'enfer, enfin tonnerre de feu, pardon. Et batterie de tonnerre de feu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des munitions qui enflammaient. Bon, ça c'est un petit bonus non négligeable. Elle a dégâts distance qui sont
considérablement augmenté, ils ont plus 283 dégâts à distance, mais en fait c'est surtout lié au fait qu'ils ont rajouté le nombre de projectiles tirés à chaque volet. J'avais lu ça sur leur description sur Steam. Ils ont munitions plus 6, ouais, pourquoi pas. Défense en mêlée, attaque en mêlée. Toujours pas convaincu pour ça. Parce que moi perso, je sais pas vous, mais ça fait pas partie de mes projets immédiats de les envoyer se faire taper dessus. Hein. Et puis commandement plus 10, oui, si un jour ils viennent à se faire charger, ouais. Bon. Faudra tester sur le terrain, qu'est-ce que ça fait. Je ferai sans doute une vidéo pour tester ces unités. Mais oui, je sais pas, il faudra que je vois sur le terrain qu'est-ce que ça fait. Et puis enfin, du moins pour la faction de l'Empire, l'Héliopolis de East, de Temple of, enfin l'Héliopolis de Temple of pour la version d'unité d'honneur, qui est... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des buffs de partout, il y a des debuffs. Ah non, je n'ai rien dit, c'est juste... Ah oui, c'est vrai, elle a un sort. Elle a dorénavant un sort. Le filet d'Amintok, si je le prononce bien. Le filet d'Amintok qui est un sort des sorciers lumineux. Qui en fait, sur une zone de 30 mètres, ça bloque tous les ennemis. Tous. Sauf que c'est un sort qui ne coûte pas de vent de magie. Et que c'est un sort qui est très fort. qui est extrêmement craqué. J'adore ce sort, c'est simple, si un jour vous avez une unité qui vient et que vous charge, par exemple de la cavalerie, vous la stoppez net. Pas de souci, vous la stoppez net, elle ne charge pas, et en plus de ça, vous permettez à vos unités d'aller lui taper dessus. Même les unités à pied, elles pourront les rattraper, enfin les rattraper, non, elles seront bloquées, elles pourront pas bouger, ils seront démontés quoi. Bloquer des unités qui viennent juste devant vos lignes de tir, c'est terriblement fort aussi. Bon, même si je préfère largement le fait est que vous annulez la charge. Moi personnellement, je l'utilise, il y a des unités qui me chargent, je les stoppe, je les charge, j'ai le bonus de charge, eux ils l'ont pas, ils subissent la totalité des dégâts. Moi je trouve ça très très fort, et en plus de ça, ça coûte pas beaucoup plus cher, c'est génial. C'est en fait, vous rajoutez un sort à l'Héliopolis, ils ont quoi d'autre? Ils ont encourage, bon ça encourage les unités à proximité. Oui. Aura de protection, résistance à la magie, ça c'était déjà. Et qu'est-ce qu'ils ont plus? Non, ils ont que ça. Oui, ils ont que ça. Et puis ils ont moins 10, ils ont plus 10 en commandement et plus 2 en défense en mêlée. Bon, pareil, je vous encourage pas non plus à aller l'envoyer au contact. C'est une unité de soutien très utile pour sniper des généraux, particulier pendant la période où il y avait les von Karstein qui étaient surpuissants, où il fallait absolument les détruire, sinon vous n'y arriviez jamais à détruire leurs armées. Oui, bon, je pense que pour 125 de plus, si mes calculs sont bons, je préférais prendre l'Héliopolis de Temple of. De toute façon, un Héliopolis, je pense pas que vous en ayez besoin de plus qu'un dans une armée. Oui, c'est rien que pour le sort, moi j'aime bien. Rien que pour le sort, il a un cooldown de 90 secondes. Rien que pour le sort, moi j'aime bien. Bon. Voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo, du moins sur le nouveau DLC. Je vais vous présenter les nouvelles unités vampiriques dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle ça aura éclairé certaines questions que vous aurez pu vous poser jusqu'à présent. Et puis pour ceux qui sont, on va dire, intéressés par le nouveau DLC mais qui savent pas trop, moi personnellement je suis un grand fan des Total War, je suis un grand fan de l'univers Warhammer, enfin un grand fan, je ne connais pas tout par cœur non plus, mais j'adore, j'adore. Si je pouvais regarder ça tous les soirs, ou bien juste petit conseil, si des personnes d'entre vous
souhaitent avoir des renseignements sur l'or, ou bien que ça les intéresse vraiment, ou bien qu'ils souhaitent juste connaître l'univers qui est extrêmement vaste, je vous conseille le site, je le mettrai sans doute en descriptif, dans le lien en dessous de la vidéo, pardon. C'est la bibliothèque de l'Empire, et qui relate une grande majorité des faits qui sont passés dans l'univers, des détails sur les héros, seigneurs, maîtres de magie, domaines de magie, sur le chaos, bref, sur à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, je vais cesser de déblatérer pendant Diplôme. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt. C'était Atlas Maximus. Peace!